23 coups de poignard. Ce ne fut pas une exécution. Ce fut un rituel, un bain de sang au cœur de marbre de Rome. L'homme qui se croyait un dieu. Caius Julius César gît, se vidant de son sang aux pieds de la statue de son plus grand ennemi, Pompée le Grand. L'ironie est brutale. Les assassins, des sénateurs, des hommes qui avaient dîné avec lui la veille, lèvent leurs dagues ensanglantées. Ils ne fuient pas. Ils crient. Ils se nommaient eux-mêmes les libérateurs. Ils croyaient qu'en ce jour des ides de mars 44, avant Jésus-Christ, ils avaient sauvé la République, qu'ils avaient coupé la tête du serpent de la tyrannie. Dans leur arrogance, ils pensaient que le peuple de Rome sortirait dans les rues pour les acclamer, pour les remercier de leur avoir rendu la liberté. Mais le peuple ne les acclama pas. Le silence sur le forum fut leur première sentence de mort. Un silence lourd, dense, chargé de peur. Non pas la peur du tyran mort, mais la peur d'eux, les hommes, qui avaient déchaîné le chaos. Pourquoi le peuple qu'ils prétendaient avoir sauvé les accueillit-il avec effroi et non avec des fleurs? Parce que le Romain moyen ne vivait pas dans les villas des sénateurs, il vivait dans la dure réalité. Et César, le tyran, leur avait donné la stabilité, des victoires et du pain. Les libérateurs, en revanche, ne leur offraient qu'une idée abstraite de liberté et de sang. Le cerveau derrière le complot, Caius Cassius Longinus, un homme consumé par la rancœur personnelle, et le visage, le symbole, Marcus Junius Brutus, le fils adoptif de César, l'homme dont la trahison lui porta le coup mortel. On dit que les dernières passe-paroles de César en voyant son visage ne furent pas de colère, mais de douloureuse surprise. Toi aussi, mon fils. Ils croyaient avoir gagné. Ils marchèrent vers le Capitole. Ils s'y retranchèrent, attendant que la ville les reconnaisse comme les nouveaux pères de la patrie. Ils sous-estimèrent un homme qui n'avait pas dégainé de poignard, mais dont les paroles seraient plus tranchantes que n'importe quel acier. Le consul Marc-Antoine. Et pire encore, ils sous-estimèrent un fantôme, un nom. À des centaines de kilomètres de là, à Apollonie, un jeune homme de 18 ans, maladif et inconnu, reçoit une lettre. On l'informe que son grand-oncle, Jules César, a été assassiné. Mais ce n'est pas la nouvelle qui changera le monde. La vraie bombe est dans le testament. César l'a adopté comme son fils et héritier principal. Ce garçon, ignoré de tous, deviendra l'incarnation de la vengeance. Il n'hérita pas seulement de la fortune de César, il hérita de son nom. Et avec ce nom, un serment de sang. Son nom était Caius Octavius. Son arrivée à Rome marquerait le début de la fin pour chacun des 60 hommes qui avaient plongé leur acier dans le corps de son père adoptif. Ils ne le savaient pas encore, mais ils n'avaient pas tué un homme. Ils avaient déchaîné 2 monstres la guerre civile et Octave. La chasse était sur le point de commencer et ne s'arrêterait pas tant que le dernier des libérateurs n'aurait pas payé sa dette de sang. Un instant, il sembla que le sang n'appellerait pas plus de sang. Dans un mouvement désespéré pour éviter la guerre civile, le Sénat accorda l'amnistie aux assassins. Un pardon fragile, tendu. Brutus et Cassius descendirent du Capitole, croyant avoir passé la tempête. Ils dînèrent même avec Marc-Antoine lors d'une trêve aussi fausse que les sourires sur leur visage. Ils avaient le contrôle du Sénat. Ils avaient les poignards. Ils pensaient avoir le pouvoir. Leur erreur fut de permettre des funérailles d'État pour César. Brutus fut le premier à parler. Son discours fut une œuvre de logique stoïcienne, froid, raisonné, philosophique. Il en appela à la vertu, au devoir, à l'amour de la République.
Il expliqua qu'il n'avait pas tué César par haine, mais par amour pour Rome. Non pas qu'il aimait moins César, mais qu'il aimait Rome davantage. La foule, confuse, acquiesça. Elle semblait accepter la terrible nécessité de l'acte. Les libérateurs respirèrent, soulagés. Mais alors Marc-Antoine monta à la tribune. Il ne cria pas, il n'accusa pas. Sa voix était un murmure de douleur qui, pourtant, atteignit chaque coin du forum. « Amis, Romains, compatriotes, prêtez-moi l'oreille, commença-t-il. Je viens pour inhumer César, non pour le louer. Il dit que Brutus était un homme honorable, qu'ils l'étaient tous. Il répéta la phrase encore et encore, des hommes honorables. Et à chaque répétition, le mot honorable se mit à pourrir, devenant un venin, un sarcasme aiguisé comme un rasoir. Puis il se baissa, souleva la toge qui couvrait le corps pêche de César. Le tissu pourpre, raidi par le sang séché, révélait les 23 déchirures. Regardez, par ici est entré le poignard de Cassius. Voyez quelle brèche a faite l'envieux Casca. Et par cet autre, le bien-aimé Brutus a frappé. Il transforma un assassinat politique en une boucherie personnelle. Il fit voir à la foule non pas un tyran, mais un homme trahi. Et alors, le coup de grâce, il sortit un rouleau de papyrus, le testament de Jules César. La foule retint son souffle quand Antoine lut que César léguait ses jardins privés au peuple de Rome pour en faire des parcs publics à jamais. Et puis la touche finale. César laissait à chaque citoyen romain, à chaque homme sur cette place, une somme de 75 drachmes. L'enfer se déchaîna. Le discours de Brutus, si logique, s'évanouit devant l'émotion pure. L'amour du peuple pour son bienfaiteur assassiné explosa en une vague de violence incontrôlable. Ils arrachèrent les bancs géants et les tables du forum pour construire un bûcher funéraire improvisé pour leur héros, là, sur place. Puis, avec des torches allumées, à ce feu sacré, la foule se transforma en une meute de loups. Ils ne cherchaient plus des libérateurs, ils cherchaient des assassins. Leur première victime fut un malheureux poète nommé Caius Helvius Cinna. Ils le confondirent avec l'un des conspirateurs, Lucius Cornelius Cinna. Ses supplications n'y firent rien. Peu importa qu'il crie qu'il n'était qu'un poète. Ils le démembrèrent en pleine rue. Ce fut le premier paiement de la dette de sang. Brutus, Cassius et les autres virent les flammes depuis leur maison. Ils virent ainsi les gens qu'ils prétendaient avoir libérés marcher vers eux avec des torches et des couteaux. Leur rêve républicain était devenu un cauchemar. Ils durent fuir Rome comme des voleurs dans la nuit. Ils n'étaient plus sénateurs, ils étaient fugitifs. Et tandis qu'ils couraient pour sauver leur vie vers l'Est, le vrai danger, le jeune Octave, débarquait dans le sud de l'Italie. Il n'amenait pas une armée, il amenait quelque chose de bien plus puissant, le nom de César, et un chéquier qui semblerait bientôt sans fond. Et il était sur le point d'utiliser les deux pour acheter la loyauté de l'arme la plus mortelle de Rome, les légions de son père. Pendant que Rome brûlait et que les assassins fuyaient, Octave jouait sa propre partie, une partie d'échecs sur un échiquier de l'âme. En arrivant à Rome, il se présenta devant Marc-Antoine, le nouveau maître de la ville. Antoine le vit pour ce qu'il était, un garçon pâle, sans expérience, une simple nuisance. Il refusa de lui remettre la fortune de César, utilisant l'argent pour consolider son propre pouvoir. Ce fut une erreur de calcul qui lui coûterait le monde. Ils sous-estimèrent son nom. Octave commença à signer César Octavien, un coup de génie pour le peuple et les légions. Il était César, et quand Antoine lui refusa l'argent, Octave fit l'impensable. Il vendit ses propres propriétés et celles héritées de sa famille pour payer au peuple les 75 drachmes promises par le testament. Il tint la parole de son père. Du jour au lendemain, le garçon devint le favori de la plèbe et, plus important,
des vétérans des légions de César, des hommes aguerris par 1000 batailles qui avaient adoré le général. Ils virent en ce jeune homme la réincarnation de leur chef. Octave ne leur demanda pas leur loyauté. Il l'acheta avec de l'argent, des promesses et surtout avec le pouvoir d'un homme immortel. Il vola les légions d'Antoine sous son nez. La tension éclata. Les deux vengeurs de César se déclarèrent la guerre. Mais tandis qu'ils combattaient dans le nord de l'Italie, des nouvelles leur parvinrent de l'Est, des nouvelles alarmantes. Brutus et Cassius n'avaient pas perdu leur temps. Ils avaient pillé les provinces orientales, accumulant un gigantesque trésor de guerre. Ils avaient recruté et formé 19 légions, une armée formidable, financée par l'extorsion et prête à marcher sur l'Italie. Antoine et Octave réalisèrent une vérité terrifiante. Ils haïssaient et les assassins de César plus qu'ils ne se haïssaient entre eux. Ils se rencontrèrent sur une petite île au milieu d'une rivière près de Bologne. Antoine, Octave et un troisième, homme Lépide, le général de César. Là, dans la boue et le brouillard, ces trois hommes formèrent sans que le second triumvirat. Ce n'était pas une alliance, c'était un pacte de prédateurs. Ils se partagèrent le monde comme un butin, puis, pour financer leur guerre et éliminer leurs ennemis chez eux, ils déchaînèrent la terreur. Les proscriptions n'étaient pas une simple liste d'ennemis, c'était une sentence de mort publique. Des centaines de sénateurs et des milliers d'équites, la classe aisée, furent déclarés ennemis de l'État. Leurs noms, écrits sur des tablettes de gypse, furent cloués sur le forum. N'importe qui pouvait les tuer. Non seulement c'était permis, mais il y avait une récompense. L'assassin recevait une partie des propriétés du mort. Le reste allait au triumvirat. Rome sombra dans une paranoïa sanglante. Les esclaves assassinaient leurs maîtres pour gagner leur liberté. Les fils trahissaient leur père pour l'héritage. Personne n'était à l'abri. Et sur cette liste, Antoine exigea un nom par-dessus tous. Marcus Tullius Cicéron, le plus grand orateur de Rome. Cicéron n'était pas l'un des assassins, mais ses discours contre Antoine l'avaient condamné. Octave, qui devait son ascension politique à Cicéron, céda. Il le sacrifia sans ciller. Les sbires d'Antoine le rattrapèrent près de sa villa. Cicéron ordonna à ses serviteurs de ne pas résister et offrit son cou. Ils lui coupèrent la tête et les mains, ces mêmes mains qui avaient écrit les discours qui avaient tant offensé Antoine. Ils les ramenèrent à Rome et, dans un acte de barbarie suprême, les clouèrent au rostre. La tribune depuis laquelle Cicéron avait si souvent parlé. La vengeance était totale. Rome purgée et leurs coffres remplis du sang de leurs ennemis. Le triumvirat tourna son regard vers l'Est. La purge était terminée. Maintenant, la guerre commençait. Brutus et Cassius ne se cachaient pas. Ils s'étaient rassemblés en Grèce avec leurs 19 légions. La confrontation finale qui déciderait du destin de la République était inévitable. La fin du monde romain s'était donné rendez-vous dans une plaine de Grèce, appelée Philippe. Ce n'était pas une armée contre une autre, c'était une ère contre la suivante. D'un côté, Octave et Antoine, avec le nom de César comme étendard et la vengeance comme carburant. De l'autre, Brutus et Cassius, avec l'idée mourante de la République et le souvenir d'une dague ensanglantée. Plus de 200 000 hommes, la plus grande concentration de puissance militaire romaine que l'histoire ait jamais vue, sur le point de s'anéantir mutuellement. Le plan des libérateurs était astucieux. Il était dicté par la logique froide de Cassius, un général expérimenté. Leur armée était mieux approvisionnée et contrôlait la mer. Leur stratégie attendre, éviter une bataille rangée, laisser la faim et les maladies, user les légions des triumvirs. Mais Brutus n'était pas un stratège, c'était un philosophe devenu général.
Il était tourmenté. On disait que dans son camp, les présages étaient terribles. 2 aigles qui suivaient en ses légions furent remplacés par des corbeaux et des vautours le jour où ils arrivèrent à Philippe. Et la légende raconte que des nuits avant la bataille, une apparition fantomatique et terrible se présenta dans sa tente. « Qui es-tu » demanda Brutus. L'ombre répondit. « Je suis ton mauvais génie, Brutus. Nous nous reverrons à Philippe. » Était-ce le fantôme de César ou le fantôme de sa propre culpabilité? Pressé par ses officiers impatients et harcelé par ses démons, Brutus imposa sa volonté, il forcerait, et la bataille. Cassius, contre son propre jugement, céda. La première bataille de Philippe fut un chaos de sang et de poussière. Sur le flanc droit, les légions de Brutus, avec une fureur imparable, submergèrent les d'Octave, brisèrent leurs lignes, massacrèrent leurs hommes et pillèrent leur camp. Octave, malade, s'échappa de justesse. De son point de vue, c'était une victoire écrasante. La République semblait renaître en un seul et glorieux assaut. Mais au même moment, sur l'autre flanc, l'histoire était radicalement opposée. Les troupes vétéranes de Marc-Antoine, plus disciplinées, écrasèrent les légions de Cassius. L'attaque d'Antoine fut brutale, implacable. Le camp de Cassius fut pris, ses hommes massacrés ou mis en fuite. 2 batailles simultanées avec 2 résultats opposés, et au milieu, le brouillard de la guerre. Cassius s'était retiré sur une colline pour observer le champ de bataille. Il vit au loin que le camp de Brutus était pris, mais il ne pouvait pas savoir que c'étaient les propres hommes de Brutus qui célébraient et piaillaient. Puis, il vit un détachement de cavalerie galoper vers lui. C'étaient des hommes de Brutus qui venaient lui annoncer la victoire, mais dans la poussière et la distance, Cassius crut que c'était la cavalerie ennemie. Il crut que Brutus avait été vaincu. Il crut que tout était perdu. Le brouillard de la guerre et un nuage de poussière condamnèrent l'homme qui avait tout commencé. Prends, dit-il à son affranchi, en lui tendant une dague. Libère-moi de la vie. Pindarus obéit. Cassius se couvrit le visage de son manteau et reçut le coup. Il mourut de la main de son propre esclave, utilisant, selon la légende, la même dague avec laquelle il avait poignardé Jules César au Sénat. L'ironie finale pour un homme pratique, vaincu, non pas par l'ennemi, mais par une tragique illusion. Peu après, les messagers de Brutus arrivèrent sur la colline en criant la nouvelle de sa victoire. Ils ne trouvèrent que le cadavre de leur commandant. Quand Brutus arriva et vit le corps de son ami et beau-frère, son esprit se brisa. Il l'appela en larmes le dernier des Romains Cassius, le cerveau de la conspiration, était mort. Mais Brutus, l'âme du mouvement, vivait encore. Il commandait une armée qui était encore formidable. Pendant 3 semaines, les 2 camps s'observèrent, la tension montant à chaque aurore. Brutus savait que le temps jouait contre lui. Ses hommes étaient démoralisés. La victoire était devenue cendre dans sa bouche. Pressé par ses propres troupes et tourmenté par le fantôme de César, il prit la décision qui scellerait son destin. Il ordonna une seconde et dernière attaque. 3 semaines, 21 aurores, pendant lesquelles les restes de la plus grande armée de la République et l'incarnation de la vengeance de César s'observèrent à travers une vallée trempée de sang. Dans le camp de Brutus, le moral s'était effondré. Le fantôme de Cassius et sa mort inutile pesaient sur tous. Ces légionnaires, dont beaucoup étaient des mercenaires, commençaient à déserter. Ses officiers le pressaient, lui exigeaient une dernière bataille avant que toute l'armée ne se dissolve. Brutus, le philosophe, l'idéaliste, n'avait plus le contrôle. Il était piégé par le courant des événements qu'il avait lui-même déclenchés. La seconde bataille de Philippe
n'eut pas l'incertitude chaotique de la première. Ce fut un massacre. Les légions de Brutus chargèrent avec désespoir, non avec conviction. Elles affrontèrent pendant que les troupes vétéranes d'Antoine et d'Octave, des hommes endurcis, mieux commandés et combattant pour la victoire, non pour éviter la défaite. Les lignes des républicains plièrent, puis se brisèrent. La retraite se transforma en une fuite éperdue. Le rêve de la République ne mourut pas dans un cri de défi, mais avec le son de milliers d'hommes courant pour sauver leur vie. Brutus réussit à s'échapper du champ de bataille avec une poignée de ses officiers les plus loyaux. Ils se cachèrent dans les collines voisines, écoutant les cris de victoire de leurs ennemis et le son de la cavalerie d'Antoine parcourant la zone, le cherchant. L'homme qui avait gouverné Rome un instant était maintenant un fugitif traqué dans l'obscurité d'une forêt grecque. Là, dans la nuit froide, Brutus sut que tout était fini. Il regarda ses amis et prononça les mots qui révélaient la fracture de son âme. Il déplora que la vertu pour laquelle il avait tout sacrifié n'était peut-être qu'un mot creux et qu'il avait été l'esclave de la fortune. L'idéaliste se fracassait contre le mur de la réalité. Il avait tué son ami et mentor pour une idée, et cette idée venait de mourir sous ses yeux. Il ne permettrait pas qu'on le capture. L'humiliation d'être traîné dans les rues de Rome lors du défilé triomphal d'Octave était un destin pire que la mort. Il demanda à l'un de ses officiers, Clitus, de le tuer. Clitus refusa en pleurant. Il demanda à un autre. Dardanius refusa également. Finalement, il s'approcha de son ami Straton. Il lui demanda de tenir son épée, la pointe vers lui. Straton, les larmes aux yeux, obéit. Brutus utilisa ses dernières forces pour courir et s'empaler sur la lame. Il mourut sur le coup. L'âme de la conspiration s'était éteinte. Peu après, les hommes d'Antoine trouvèrent sans son corps. Marc-Antoine, dans un geste d'une noblesse inattendue, retira son très coûteux manteau pourpre de général et couvrit le cadavre de son ennemi. Il dira plus tard que Brutus fut le plus noble de tous les Romains, le seul des conspirateurs à avoir agi par idéal, non par envie. Octave ne partagea pas ce respect. Quand on lui apporta la nouvelle, sa réaction fut glaciale. Il ordonna que la tête de Brutus soit coupée et envoyée à Rome pour être jetée aux pieds de la statue de Jules César. La vengeance d'Octave ne connaissait pas la noblesse, seulement l'anéantissement total. Le contraste entre les deux vainqueurs, à ce moment-là, sema les graines de la guerre qui viendrait entre eux. Avec Brutus et Cassius morts, les têtes de la conspiration avaient été coupées. Pour le monde, la guerre civile était terminée, mais Octave ne le pensait pas. Pour lui, la vengeance n'était pas complète, pas tant que chacun des 60 hommes ayant brandi une dague ce jour-là ne serait pas mort. La grande guerre était terminée. Commençait maintenant la chasse silencieuse, une purge qui s'étendrait à tous les coins de la Méditerranée. Pour les assassins restants, l'enfer ne faisait que commencer. Après la bataille de Philippe, le pouvoir du monde romain était entre les mains de 3 hommes, et l'un d'eux, Octave, avait une obsession. La liste des 60 hommes qui avaient participé à l'assassinat de son père. Brutus et Cassius n'étaient que les 2 premiers noms importants à être rayés. Il en restait des douzaines, et maintenant, les triumvirs avaient des armées, des flottes, des espions et un trésor presque illimité pour les trouver. Il n'y avait aucun coin en Méditerranée où ils pouvaient se cacher. L'amnistie avait été une farce. La proscription était désormais la loi. Caius Trebonius, l'homme qui avait astucieusement retenu Marc-Antoine à l'extérieur du Sénat pendant que les autres poignardaient César. Il se croyait à l'abri en tant que gouverneur d'Asie. Mais un général loyal à Antoine le captura, le tortura pendant des jours
pour obtenir des informations, puis le décapita. Sa tête fut utilisée comme un ballon par les soldats dans les rues de Somer ou de Smyrne. Il fut l'un des premiers à mourir. Un avertissement brutal sur le genre de pitié à laquelle il pouvait s'attendre. Decimus Junius Brutus Albinus. À ne pas confondre avec Marcus Brutus. Décime était l'un des amis les plus proches de César, l'un de ses plus brillants généraux. César l'avait nommé dans son testament comme héritier de second rang si Octave n'acceptait pas. C'est lui qui, le matin des Ides, convainquit un César hésitant de se rendre au Sénat, une trahison intime et dévastatrice. Après Philippe, ses légions en Gaule l'abandonnèrent. Soudain, le puissant général était un homme seul. Il tente de traverser les Alpes, déguisé en chef gaulois. Il chercha refuge auprès d'un chef local qu'il avait autrefois appelé ami, mais la loyauté a un prix, et la tête de Decimus Brutus valait une fortune. Le chef gaulois n'hésita pas. Il l'assassina dans sa propre maison et envoya la tête comme cadeau à Marc-Antoine. L'ami qui convainquit César de marcher vers sa mort fut trahi par un ami pour la promesse de l'or. Un par un, ils tombèrent. Lucius Cassius, frère du conspirateur principal, fut assassiné sur ordre d'Octave après la bataille. Publius Casca, le premier homme à avoir planté sa dague en César, fuit Philippe comme un fantôme. La légende dit qu'il erra à travers le monde, tourmenté par la culpabilité, jusqu'à ce qu'il se suicide dans un lieu inconnu. Ou peut-être la mer le réclama-t-elle dans une tempête. Sa mort est un mystère. Son corps ne fut jamais retrouvé, comme si la terre elle-même refusait de lui donner une sépulture. La chasse dura plus d'une décennie. Elle démontra la mémoire implacable d'Octave. Le dernier des assassins principaux à mourir fut Cassius Parmensis, un poète et écrivain qui avait mis sa plume au service de la République. Après Philippe, Gavi fut une odyssée de fuite. Il rejoignit le pirate Sextus Pompée en Sicile. Quand Pompée fut vaincu, il commit l'acte le plus ironique de tous. Il rejoignit Marc-Antoine, l'assassin de César et le vengeur de César, unis contre le fils de César. Mais il choisit le camp perdant une dernière fois. Après la défaite finale d'Antoine à la bataille d'Actium, plus de 14 ans après l'assassinat, les hommes d'Octave le trouvèrent finalement à Athènes. Il fut traîné et exécuté sans cérémonie. Avec sa mort, la liste d'Octave était enfin presque complète. Un par un, ils tombèrent dans des batailles, dans des ruelles sombres, de leurs propres mains ou par celles d'un traître. Aucun des assassins de César ne mourut de vieillesse. La plupart moururent violemment, beaucoup avec les mêmes dagues qu'ils avaient utilisées aux Ides de Mars, accomplissant une sorte de justice poétique et terrible. Mais tandis que la vengeance s'accomplissait, quelque chose d'autre se produisait. Avec chaque sénateur républicain qui mourait, avec chaque opposant réduit au silence, le pouvoir d'un seul homme grandissait jusqu'à devenir absolu. Les assassins avaient poignardé César pour tuer l'idée d'un roi. Dans le vide qu'ils laissèrent, ils avaient cultivé la naissance de quelque chose de bien plus puissant et durable, un empereur. L'ironie finale de leur sacrifice ne s'était pas encore révélée dans toute son ampleur. Quand le dernier des assassins fut chassé et exécuté, un étrange silence s'abattit sur le monde romain. Pour la première fois, en près de 20 ans, il n'y avait pas de guerre civile active. La purge était terminée, mais la paix qu'Octave avait apportée était la paix d'un cimetière. Une génération entière de l'aristocratie romaine, les hommes qui avaient dirigé le Sénat et commandé les légions pendant des siècles, étaient mortes. Assassinés lors des proscriptions, tombés à Philippe, ou purgés lors des guerres ultérieures. Le pacte des triumvirs
forgés dans le sang de leurs ennemis, ne pouvaient durer. Avec le monde à leurs pieds, les deux derniers prédateurs, Marc-Antoine et d'Octave, se tournèrent l'un contre l'autre. Ce fut une guerre de propagande avant d'être une guerre d'épée. Octave, depuis Rome, dépeignit Antoine comme un traître, un général romain asservi par une reine étrangère qui voulait gouverner Rome depuis l'Égypte. Antoine, depuis Alexandrie, voyait Octave comme un usurpateur tyrannique, un enfant cupide agrippé au pouvoir. Le choc final eut lieu en mer, à la bataille d'Actium. Ce fut la dernière convulsion de la République mourante. La victoire d'Octave fut totale. Marc-Antoine et Cléopâtre s'enfuirent en Égypte où, traqués et sans issue, ils se donnèrent l'un pour la mort. Le général se jeta sur son épée. La reine, selon la légende, se laissa mordre par un aspic. Avec leur mort, le dernier défi au pouvoir d'Octave s'évanouit. Il était maintenant seul, complètement seul au sommet. Les assassins de son père, morts. La vieille garde du Sénat, morte. Ses rivaux, Lépide exilé et Antoine mort. Il avait vengé César d'une manière que même Jules César n'aurait pu imaginer. Il avait un pouvoir absolu et incontestable sur un empire qui s'étendait de l'Espagne à la Syrie. Et c'est ici que se révèle l'ironie finale et la plus écrasante de l'histoire. Les libérateurs avaient poignardé César parce qu'ils craignaient qu'il ne se couronne roi. Ils craignaient qu'un seul homme ne détruise 500 ans de tradition républicaine. Leur acte, conçu pour sauver la République, fut le catalyseur qui la détruisit complètement. Les guerres qu'ils déchaînèrent anéantirent la classe politique qui la soutenait, laissant un vide de pouvoir qu'un seul homme pouvait combler. Octave avait appris la leçon de son père. Il ne se déclara pas dictateur à vie. Il ne porta pas de couronne. Il fut bien plus intelligent. En l'an 27 avant Jésus-Christ, il entra au Sénat et, dans un acte de génie politique, renonça à tous ses pouvoirs extraordinaires et déclara la République restaurée. Ce fut une farce brillante. Il maintint les apparences de l'évier de la République, les consuls, les sénateurs, les assemblées, mais il concentra sur sa personne, légalement et graduellement, tous les pouvoirs réels. Le contrôle de l'armée, des finances, des provinces les plus riches. Le Sénat, reconnaissant pour la paix, lui accorda un nouveau nom. Auguste, le Vénérable. Il devint le premier empereur de Rome. Il gouverna avec un pouvoir plus absolu que celui dont César avait jamais rêvé. Et il le fit pendant plus de 40 ans. Il mourut de vieillesse dans son lit, déifié comme un dieu. Brutus, Cassius et les autres avaient tué un homme pour arrêter un roi. Le résultat de leur sacrifice ne fut pas la liberté, mais la création d'un empereur et la naissance de l'Empire romain. Au final, ils ne parvinrent pas à sauver la République. Ils s'assurèrent seulement que tous ceux qui y croyaient meurent, laissant la voie libre au nouvel ordre. Leur lutte pour la liberté fut le marchepied sur lequel Auguste construisit son trône. Les 23 coups de poignard sur le sol du Sénat n'évitèrent pas la tyrannie. Ils choisirent seulement le tyran.